Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat et retour ce matin aux travaux de la mission d'information sur les agressions sexuelles sur mineurs. Une mission d'information qui s'intéresse à toutes les institutions qui accueillent des enfants, aussi bien dans le domaine du sport, à l'éducation nationale ou encore dans les cultes. Depuis la semaine dernière, cette mission d'information se focalise plus particulièrement sur la question de la pédophilie dans l'Église, avec cette question en tête. Y a-t-il une spécificité de la pédophilie dans l'Église? Eh bien, notez que la semaine dernière, recevant de nombreuses personnalités catholiques, la présidente de la mission d'information, la sénatrice Les Républicains, Catherine Deroche, a noté d'emblée qu'il y avait des particularités dans l'Église, notamment par son aspect très hiérarchique. Lors de cette audition, eh bien, les différentes personnalités qui ont été interrogées ont noté qu'il y avait une véritable peur du scandale au sein de l'Église, qu'il fallait aussi s'interroger sur le célibat des prêtres, mais aussi sur leur statut et leur proximité, leur attachement avec les évêques. Notamment noté que la journaliste Isabelle de Golemin, journaliste à La Croix, a noté qu'il y avait un manque de mécanisme de régulation dans les diocèses. Sur ce point, le père Pierre Vignon, s'est montré particulièrement sévère, lui qui a réclamé la démission du cardinal Barbarin, notamment après tous les actes de pédophilie qui ont été dissimulés, selon lui, dans son diocèse. Retour donc à cette audition au Sénat. Mesdames, Messieurs, oui, si j'ai écrit ce livre, c'est effectivement, non, bien sûr, je n'ai pas été victime. En revanche, j'ai été scout dans cette troupe à Saint-Luc, dans la commune de Sainte-Foy-les-Lyons. Et en fait, ce qui m'a surpris quand les choses ont commencé à sortir de manière publique, donc 2015, c'est de me dire que moi j'étais au courant et que finalement dans la commune beaucoup de gens étaient au courant. Moi j'étais au courant comme petite fille puisqu'il y avait beaucoup de bruit qui circulait autour du père Prénat. Ensuite j'étais au courant comme adulte puisque un prêtre de cette commune m'en avait parlé en me disant il y a un gros dossier sur le père Prénat. C'était en 2005, donc longtemps après les faits. C'est à ce moment-là que j'en avais parlé au cardinal Barbarin. Et ce qui m'a à la fois surpris, bouleversé et pourquoi j'ai fait ce livre, c'est de me dire que pendant tout ce temps, donc des années 80 aux années 2015, tant de gens étaient au courant. Alors de quoi? C'est ça le problème, pas forcément des choses très précises, mais on savait cette histoire. Moi, en tout cas, comme ancienne petite scout, j'ai pas du tout été étonnée. Et pourquoi est-ce que personne n'a rien dit? Donc pourquoi il y a eu un tel silence? Et c'est pour ça que j'ai fait ce livre. Pourquoi il y a eu un tel silence, à la fois de la hiérarchie de l'Église, des prêtres, mais aussi de toute la communauté catholique de cette commune, les parents scouts, et puis aussi les victimes d'ailleurs, qui n'ont effectivement rien dit avant 2015. Donc c'est un peu ça que j'essaie de démêler. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a eu un tel silence? Finalement, bon, je ne réponds pas complètement à cette histoire, enfin à cette question, mais il me semble que la première chose, c'est dans l'Église catholique, il y a une espèce de peur du scandale qui est très intériorisée et qui n'est pas simplement le fait de la hiérarchie. Je crois que l'ensemble des catholiques ont intériorisé cette peur du scandale et donc cette volonté, quelque part, de régler le linge sale en famille, de ne pas dire à l'extérieur. Je crois que moi-même, j'en ai été victime puisque c'est pareil, quand j'aurais pu le dire et le savoir, quand je l'ai commencé à le savoir de manière précise, j'aurais pu le dire, je ne l'ai pas dit. Parce que comme catholique, peut-être notre première réaction, c'est d'abord de dire oh là là, il faut pas trop que ça sorte. Donc ça, c'est la première chose. Et c'est vrai que je crois que dans le droit canon, même si je ne suis pas spécialiste, il y a beaucoup d'allusions à ce scandale-là. C'est quelque chose qui est très mal vu dans l'Église. C'est presque une faute que de créer un scandale. Donc je crois que c'est quelque chose qui est culturellement très fort du côté des catholiques. La deuxième chose qui m'a marqué, c'est le rôle du prêtre dans une communauté et la manière dont on le met sur un piédestal. C'est-à-dire qu'on ne va pas remettre en cause ce prêtre, il est vu un peu comme une personne sacrée, et du coup il y a beaucoup de parents qui étaient un peu victimes, c'était un peu comme un gourou, qui n'osaient pas remettre en cause, le critiquer, le remettre... il y avait même des choses au niveau de la gestion par ce prêtre du groupe de scouts qui n'était pas très claire, et personne n'a osé lui dire, parce qu'un prêtre, voilà, dans une communauté catholique, c'est quelqu'un de très important, et donc on ne le critique pas. Il y a aussi, je crois que c'est la troisième chose, c'est la peur de tout ce qui vient de l'extérieur, c'est-à-dire qu'il y a un phénomène, je caricature pour vous faire comprendre, hein, je pense que tout n'a pas joué à plein, mais il y a le fait que quand vous êtes accusé, vous avez tendance à dire que la faute finalement c'est ceux qui vous accusent.
Donc les premiers réflexes, quand les premières victimes ont commencé à en parler et à sortir, pour toutes les affaires de l'Église, la hiérarchie a d'abord dit c'est un complot, c'est quelque chose qui est anti-catholique, ce sont des ennemis qui utilisent ça pour nous abattre. Donc il y a une espèce de méfiance de ce qui vient de l'extérieur et qui peut expliquer toute l'incompréhension, tout le mur finalement qui est en train de, heureusement d'ailleurs, de se détruire, mais tout ce mur qui s'est mis entre les victimes d'un côté et de l'autre côté entre l'institution ecclésiale. Et puis il y a peut-être aussi qui a beaucoup joué, me semble-t-il, dans cette affaire, dans toutes les autres affaires, c'est le lien très étroit qu'il y a entre un évêque et ses prêtres. Un prêtre pour un évêque, c'est son fils. Pour le prêtre, l'évêque, c'est son père. Donc il y a un lien très filial. Et il y a une phrase qui m'a beaucoup frappée, qu'avait dit un évêque un jour en disant vous savez, quand vous apprenez que vous avez un prêtre pédophile, c'est un peu comme si vous apprenez que votre fils aîné était criminel et c'est très dur. Et moi j'avais dit à cet évêque, oui, mais les victimes, elles font aussi partie de l'Église. Quelque part, c'est aussi vos enfants. Mais en fait, voilà, il y aura toujours quand même une préférence de la part de l'évêque donnée à son prêtre qu'il considère vraiment comme son fils spirituel. Et ça fait que du coup, il n'a pas, par rapport à ce prêtre, une objectivité. Et puis, il y a aussi cette espèce de confusion théologique chez les catholiques. Quand on parle de l'Église sainte, on ne parle pas de l'institution. Mais voilà, pour beaucoup de gens, on ne peut pas remettre en cause une institution qui est par définition sainte. Donc c'est d'où cette difficulté d'avoir une critique et une autocritique par rapport à son institution. Il ne faut surtout pas toucher à l'institution parce que l'Église est sainte. Ce qui est une confusion. Hein. L'Église, quand on dit la Sainte Église, ce n'est pas du tout l'institution ecclésiale. Voilà, ça me paraît être un peu les grandes choses. Après, voilà, la culpabilité ensuite des évêques, celle-là on la connaît, qui ont, dans le cas du père Prénat, pendant des années caché, choisi de faire confiance et puis ensuite bouger simplement ce prêtre sans du tout prendre de sanctions par rapport à lui. Moi, je poserais juste une question avant qu'on passe au père Vignon. Lorsque vous avez parlé un peu de ceux qui ne parlaient pas, à la fois la communauté catholique de la commune dans laquelle était ce prêtre, est-ce que ça allait au-delà de cette communauté, les rumeurs qui avaient pu exister sur ce prêtre? Je pense que ça sortait de cette communauté purement paroissiale, oui, si je puis dire, disons que c'était une grosse communauté, parce que là je vous parle quand même d'un temps, une époque où en plus on est dans une communauté plutôt privilégiée de la région lyonnaise, donc il y avait beaucoup de gens catholiques, c'était quand même assez important. Et ce qui est sûr, après moi j'en sais rien, mais enfin, je pense qu'il y a beaucoup de prêtres qui étaient au courant, de prêtres de l'Ouest lyonnais. C'est-à-dire qu'il y a aussi du côté des prêtres le refus d'accuser un des leurs, parce que c'est quand même un monde qui vit beaucoup entre soi. Je parle aussi d'une autre époque, c'est-à-dire c'est l'époque des années 80-90, où je pense qu'on ne voyait pas du tout les choses comme maintenant. Si je pense même à mes propres parents et puis à donc toute cette génération-là, je pense que quand on disait qu'un prêtre tripotait un garçon, on le disait comme ça et enfin, ce qui est terrible à se dire aujourd'hui, mais voilà, il ne faut pas non plus juger ça avec le regard d'aujourd'hui. Voilà, avec le regard d'aujourd'hui. Très bien. Père Vignon. Merci. Je vais faire une petite déclaration de principe avant. Je suis très heureux en tant que citoyen français de témoigner. Et puis aussi en tant que prêtre. Et je voulais vous remercier. Je vais partir des questions qui ont été envoyées et que j'ai trouvées très bien faites. Et donc je vais les relire pour que chacun puisse comprendre ma réponse parce que j'ai pesé mes mots. Vous êtes, donc la question, vous êtes l'auteur de l'ouvrage Plus jamais ça, présenté comme le cri du cœur du prêtre qui dénonce l'omerta. Vous avez également lancé un appel à la démission du cardinal Barbarin dans le cadre de l'affaire Prénat. Pouvez-vous nous présenter les raisons de votre démarche et votre diagnostic concernant l'attitude de l'Église dans les affaires de pédophilie? Là, il y a plusieurs choses. D'abord le livre. C'est M. François Jourdain de Muison, professeur émérite de l'université, écrivain, qui m'a téléphoné très rapidement après l'annonce de ma lettre ouverte, donc le 21 août, pour me proposer de publier ensemble un livre sur la couverture de la pédophilie dans l'Église. Connaissant son sérieux, j'ai accepté de suite car j'ai pensé que c'était une bonne occasion de m'expliquer devant l'opinion publique qui venait d'être sollicitée. La publication de l'ouvrage était décidée avant que ne soit confirmée la tenue du procès du cardinal Barbarin pour le début janvier 2019.
La sortie du livre, donc début janvier, avant le procès, n'était donc pas un calcul, comme certains n'ont pas manqué de me le reprocher. Concernant l'appel à la démission du cardinal Barbarin, je n'ai pas été étonné quand l'affaire Prénat a éclaté en 2015 dans les médias grâce à l'association La Parole Libérée. J'avais entendu une fois une allusion aux casseroles, entre guillemets, du père Prénat grâce à l'abbé Joseph Chalvin, aujourd'hui décédé. J'étais à Lyon à ce moment-là. Il avait été le secrétaire du cardinal Villot et il travaillait à l'officialité. Joseph Chalvin avait ses entrées à l'archevêché, ce qui n'était pas mon cas, et il savait tout ce qui s'y passait. Devant mon interrogation, il refusa de m'en dire plus, mais je compris que c'était lié au groupe des scouts Saint-Luc et que Bernard Prénat en avait été écarté, pour raison de plainte des familles. Et si je cite ce fait, c'est que si Joseph Chalvin connaissait ce qui concernait Bernard Prénat à cette époque-là, c'est que tout l'archevêché le savait sans qu'on puisse en douter. C'était toujours un homme extrêmement bien renseigné. J'ai tout de suite apporté, dès février 2016, mon soutien à l'association La Parole Libérée. J'estimais que leur combat était juste et qu'ils devaient se sentir soutenus par des prêtres. J'ai été très surpris de me retrouver quasiment seul par la suite. À l'époque, il avait été décidé par prudence que mon nom ne serait pas révélé. La raison en était que je pouvais être amené à aider concrètement des victimes et qu'il ne fallait pas tout mélanger. Voici les extraits du mail que j'ai envoyé à François Deveau, donc président de La Parole Libérée, en avril 2016, à la suite de la lettre qu'ils avaient envoyée aux prêtres de Lyon. Je cite, « Chers amis, un grand merci pour l'envoi de cette lettre magnifique de justesse et de vérité. Là où j'ai été franchement contrarié, c'est quand j'ai vu le cardinal se laisser plus ou moins sciemment prendre en otage pour une fausse guerre de religion à son sujet. Je ne comprends pas qu'on accepte à cause de soi de diviser un peu plus la société française. Un vrai pacifique aurait demandé de se retirer le temps que la lumière soit faite, pour ne pas créer le trouble, quitte à revenir grandi après un non-lieu de la justice. J'ai été encore plus contrarié quand j'ai vu notre cardinal se constituer à grands frais une défense digne d'un homme politique, ou disons d'un grand patron. N'aurait-il pas été plus simple d'aller de Fourvière à Sainte-Foy pour parler avec vous? Et je suis certain que si le cardinal vous avait expliqué personnellement ce qui s'était passé, et même s'il y avait erreur de sa part, vous auriez accepté cela comme une réponse. Fin de citation. C'est une évidence pour moi que le cardinal Barbarin et ses collaborateurs, dont mon évêque de Valence, qui a été 7 ans son vicaire général, ne disent pas la vérité. Comment accepter l'idée que monseigneur Barbarin n'ait pas été informé lors de la visite pastorale de la paroisse de Bernard Prénat en 2002? Comment comprendre que monseigneur Michel, dans un communiqué fin 2018, ait nié avoir connu au moins 7 cas d'abus, alors qu'il l'a avoué à une de ses victimes devant témoins en avril 2016. Il a même ajouté qu'il n'avait pas interdit à Bernard Prénat de faire le catéchisme parce qu'il le faisait tellement bien. Comment comprendre que le cardinal Barbarin est si méfiant envers les propos des victimes et cru sur parole Bernard Prénat quand ce dernier lui a dit qu'il n'avait plus commis de crime depuis 1990 ? Pourquoi une telle ignorance et un tel déni face à la pédophilie alors que les évêques français prétendent avoir étudié le phénomène à fond depuis les années 2000. Connaissant la déontologie des journalistes Céline Oyo et Isabelle de Golemin, je les crois quand elles écrivent que le cardinal était au courant en 2007 et même en 2002. Alors je cite Histoire d'un silence, sa réponse est sans détour, il le savait avant, il l'a su assez tôt en réalité, après son arrivée à Lyon en 2002. Ce qui est particulièrement incompréhensible, c'est que le cardinal Barbarin, pasteur du diocèse, ait considéré les victimes comme des agresseurs plutôt que des souffrants qui avaient besoin de sa présence. Pourquoi s'est-il mis tout de suite sur le terrain de la défense juridique et de la communication en s'assurant les conseils du cabinet de gestion de crise Vae Solis? N'aurait-il pas été plus simple de leur parler aux victimes? Pourquoi avoir voulu impliquer avec lui toute l'Église de France plutôt que de se retirer le temps de l'examen judiciaire? Pourquoi se laisser mettre en position de victime des victimes, comme l'a dit récemment un prêtre de Lyon, relayé avec le plus mauvais goût par un hebdomadaire catholique qui a osé présenter le cardinal en Saint-Sébastien martyr? Monseigneur Barbarin, comme l'a noté l'académicien Jean-Marie Rouard dans un article récent de Paris Match,
En se défendant ainsi, a perdu sur le plan des valeurs humaines et de la première des vertus chrétiennes, la charité. Pour ma part, je ne me reconnais pas dans cette posture qui n'est pas celle de l'Église, et c'est aussi le sens profond de mon appel à sa démission. Je tiens à citer un fait qui n'a pas été mis assez en avant. Avant moi, le 21 novembre 2016, le courageux prêtre de Lyon, Patrick Royanet, a demandé publiquement la démission de son cardinal. On peut toujours le lire sur Internet. Je cite. « Monseigneur Barbarin vient de reconnaître ses torts et de demander pardon pour sa gestion de l'affaire Prénat lors d'une célébration le 18 novembre 2016. Tout ça pour ça. 2 ans de mensonges, de roueries, où il promet d'agir et d'y faire sans cesse l'action, où il se moque des victimes et laisse son avocat les insulter. 2 ans à être la cause de ce que l'Église sainte soit traînée dans la boue pour défendre un siège et une carrière. 2 ans à ranger l'Église dans le camp du bourreau et non du côté des victimes. 2 ans à se prétendre soutenu par le pape et sans doute à le manipuler. 2 ans que des prêtres, des laïcs du diocèse et d'ailleurs tentent d'interpeller le cardinal, de le conseiller, et que, comme d'habitude, il n'écoute pas, car il n'écoute que ceux qui le courtisent. C'est la faillite d'une personne, c'est la faillite d'un système. S'il s'est vraiment trompé et qu'il en est enfin convaincu, l'archevêque devrait présenter sa démission au Saint-Père. Alors, les raisons de ma démarche et mon diagnostic, tel que demandé dans la question. C'est cet exemple patent d'omerta au sein de l'institution qu'il est de mon devoir de dénoncer. Le diagnostic du secret est remarquablement formulé par Madame Anne Philibert dans son livre qui vient de paraître « Des prêtres et des scandales dans l'Église de France » aux éditions du Cerf. Je la cite, page 327-328. Par une instruction du 20 février 1866, le pape Pie IX a posé la règle du secret dans le traitement de ses affaires. Le 9 juin 1922, le préfet du Saint-Office confirma la règle du secret. Ce document approuvé par Pie XI fut tenu secret et fut envoyé aux évêques. Il fut complété par le document pontifical Crimen Solicitationibus, envoyé secrètement par le Saint-Office aux évêques en 1962. Ce document reprenait celui de 1922. Madame Philibert synthétise remarquablement donc le tout, et c'est pour ça que je prends comme diagnostic, aux pages 401-402. Le Saint-Siège voulait la sanction et le secret. La pratique semble avoir été le secret sans la sanction. Une sanction sans secret aurait sans doute fait moins de dégâts, observe-t-elle. Deuxième question. Quelles sont vos attentes à l'égard de l'Église s'agissant de la prévention et du traitement des violences sexuelles commises sur des enfants par des clercs? À cet égard, que pensez-vous des annonces de la Conférence des évêques de France en novembre 2018? Mon attente est qu'il y ait désormais la protection des victimes et la sanction des prêtres plutôt que le secret. Les mesures prises depuis 25 ans par les évêques de France sont souvent bonnes, mais on peut se demander si elles sont correctement appliquées. J'attends beaucoup du travail de la commission Sauvé. Je suis content d'apprendre qu'il sera entendu demain. On ne connaît toujours pas sa composition. J'aimerais un peu plus de communication à ce sujet. Je résumerai mon attente par la profonde pensée de saint Grégoire le Grand au début du 7e siècle, reprise par saint Bernard, Melius est ut scandalum moriatur, quam veritas relinquatur. Une traduction littéraire dit « Mieux vaut s'exposer à scandaliser quelqu'un que d'abandonner la vérité ». C'est avec la vérité connue de tous que tant l'Église que la société s'en sortiront. Troisième question. Quelles seraient selon vous les mesures à mettre en place pour éviter les violences sexuelles au sein de l'Église et pour garantir la plus grande transparence sur ces situations et sur les réponses qui y sont apportées? Je recommande le projet de réforme sur la prise en charge des victimes d'actes de pédophilie commis par des clercs qu'on trouve sur le site de la Parole libérée et qui n'a pas été pris en compte par la Conférence des évêques de France. Il pose entre autres les questions essentielles relatives à l'indemnisation des victimes, à la mise en place d'un tribunal indépendant pour juger les prêtres et aux droits des victimes dans le cadre des procédures canoniques, etc. Quatrième question. La lettre du pape François au peuple de Dieu, donc du 20 août 2018, appelle à réagir pour éradiquer une culture de l'abus au sein de l'Église catholique. Dans cet esprit, faudrait-il, selon vous, faire évoluer l'organisation de l'Église catholique, notamment en ce qui concerne la place des femmes et certaines règles du droit canon? Bon, c'est très vaste. Jusqu'à présent, la réaction à laquelle invite la lettre du pape François n'est pas très grande.
L'émotion et la colère suscitées par les funestes révélations ne sont pas assez fortes. Les mentalités au sein de l'institution ont du mal à évoluer. Personnellement, j'aimerais qu'on s'indigne un peu plus quand même. J'en veux pour seul signe le fait que tout ce que les évêques de la région Auvergne-Rhône-Alpes, à l'instigation du cardinal Barbarin, il faut le préciser, ont trouvé comme réponse est de me destituer de ma charge de juge ecclésiastique par un décret du 30 novembre 2018. Je demande les mêmes égards de traitement que Bernard Prénat. J'ai porté recours canonique contre ce décret et s'il n'est pas révoqué, je vais prochainement porter plainte devant les tribunaux français. En effet, la loi européenne et celle de notre pays protègent les citoyens de l'arbitraire et les défendent dans leur réputation. Depuis peu, la loi intervient aussi en faveur des lanceurs d'alerte face à l'organisation qui voudrait les faire taire. À travers ce qui m'arrive, la hiérarchie catholique fait passer un message négatif et inquiétant et qui doit interpeller, à savoir que les prêtres et les fidèles n'ont pas intérêt à réagir. Comme c'est une question de principe, j'irai jusqu'au bout. La réorganisation de l'Église est un sujet trop vaste pour moi. Je me permets cependant de faire une suggestion personnelle qui permettrait, une fois mise en œuvre, à mon sens, un bien meilleur fonctionnement du clergé. J'avais juste 26 ans quand j'ai été ordonné prêtre. J'étais un bon jeune homme, bien formé, mais je peux considérer aujourd'hui que j'étais immature par rapport au monde réel dans lequel nous vivons. C'est-à-dire, jusque dans les années 50, il y avait une communauté qui accompagnait les jeunes prêtres. Moi, j'étais seul, totalement seul, dans la société. C'est toujours le cas. Je propose donc qu'avant d'ordonner quelqu'un prêtre, on le laisse 5 ans diacre. Durant ce temps, il pourrait entreprendre un travail psychologique de fond afin d'éradiquer en lui ses angoisses inconscientes, afin de ne pas avoir à les projeter sur les autres une fois devenu prêtre. À ceux qui s'étonneraient de cette mesure, je me contente de rappeler que toute personne qui ouvre un cabinet de psychothérapie est tenue de faire ce travail auparavant pour ce motif. De la même façon, en raison de l'accroissement de la longévité, je préconise qu'on soit nommé évêque plus tard, afin que ne se retrouvent pas seulement des hypercérébraux arrivistes à la tête des diocèses, mais des hommes équilibrés par l'expérience de la vie. Pour la participation des femmes, à la marche de l'Église, la prise de conscience est désormais faite. On attend cependant toujours les actes concrets. Quand je dis la prise de conscience, le pape François en parle beaucoup, ça y est, c'est acté. Mais il n'y a pas de mesures concrètes. J'ai bien sûr des idées à ce sujet, mais enfin, c'est mieux que ce soit les dames qui les disent. Enfin, pour le droit canon, ayant enseigné son évolution sur 2000 ans comme professeur d'histoire des sources, il est évident qu'il doit constamment s'adapter à la vie selon le principe antique de sagesse, le moins de lois possible pour le plus de vie possible. Enfin, 5e question, excusez-moi. Le pape François a convoqué une réunion exceptionnelle sur la protection des mineurs au mois de février, à laquelle seront présents tous les présidents des conférences épiscopales du monde. Pensez-vous que cette initiative pourra déboucher sur de réelles avancées sur la question de la pédophilie dans l'Église? Réponse. Il est impensable que cette réunion ne débouche pas sur de réelles avancées. C'est l'assemblée de la dernière chance. Si la hiérarchie de l'Église catholique la manque, sa crédibilité sera totalement compromise pour longtemps. Il faudra s'attendre à une chute colossale de l'Église catholique dans notre pays et vraisemblablement la disparition d'au moins 1/3 des diocèses dans les 20 ans à venir. J'ose espérer que ce sera un grand moment où souffle l'Esprit afin que les plus hauts responsables crèvent enfin la bulle dans laquelle ils se protègent du monde où nous avons la chance de vivre. Cette assemblée est apocalyptique, je m'explique, au sens profond du terme. Le mot apocalypse signifie révélation en grec. Révélation de la lumière face aux ténèbres, ou l'inverse aussi. La question de la pédophilie est apocalyptique, non seulement dans l'Église, mais dans toute notre société. Face à cette révélation insoutenable des abus de toutes sortes, la délimitation entre ténèbres et lumière devient manifeste. Mon souhait profond, en dénonçant l'omerta, et qu'advienne pour tous cette entrée dans la lumière, et dès que je précise, la société civile aidant l'Église catholique à faire ce qu'elle n'arrive pas à faire seule, et l'Église ayant fait finalement ce passage, j'espère qu'elle va le faire, aidant à son tour la société à le faire. Je viens de répondre aux questions. Si vous me permettez, j'ajoute ceci en raison de l'attente du délibéré
du tribunal correctionnel de Lyon le 7 mars prochain. Si le tribunal reconnaît la faute du cardinal Barbarin, il y aura une avancée dans la lutte contre l'omerta dans l'Église. Si le tribunal ne la reconnaît pas, la lutte restera entière. Je m'explique. Si le cardinal savait, il fallait demander sa démission. S'il ne savait rien, il faut continuer à la demander. Il n'est malheureusement pas le seul évêque à avoir couvert un prêtre dont il savait qu'il avait commis ce genre de crime. Et alors la question, à quoi bon avoir comme responsable des hommes qui voudraient nous faire croire avec un air ingénu qu'ils ne savent rien sur des sujets aussi graves? Je vous remercie. Alors, je rappelle que tout ce que vous nous avez dit, on l'a lu aussi dans toutes vos déclarations. Bon, on est là en attente du délibéré du tribunal de Lyon et nous sommes là pour écouter des témoignages, mais bien sûr ne pas intervenir sur ce sujet. Votre question sur une entrée comme évêque à un âge avancé pour éviter les, comment vous avez dit, les hyper... ça, je parle de chez moi pour ne pas parler d'ailleurs. Parlez de l'Église, hein, c'est ça, vous ne parlez pas de... Faites pas des projections dans le milieu politique, par exemple. Merci beaucoup. Quoique... Non, mais ça, c'est tout à fait off. Madame... Madame la Présidente, Mesdames les sénatrices et Messieurs les sénateurs, je vous remercie de votre confiance et je vais tenter de répondre aux 4 groupes de questions que vous m'avez adressés. 2 sur le Vatican, une sur l'Église de France et une, qui est la seconde, sur la France. Alors, j'ai été nommée par le pape François, j'ai fait partie des premiers membres. Nous avons dû réfléchir comment faire, comment constituer cette commission, quels étaient les statuts, quelles était la méthode, l'étendue de notre travail géographique. Et surtout, ce qui était important, ce que beaucoup de personnes n'ont pas compris, c'est que nous n'étions pas une mission, et c'est toujours pas une mission d'investigation de cas individuels, c'est essentiellement une mission de stratégie pour conseiller le pape François sur ce qu'il conviendrait de faire pour mieux protéger les enfants. Donc, au bout de 6 mois à peu près, le pape François a élu 17 membres, et les membres ont fait partie de 5 continents. Il y a eu un site qui est ouvert que vous pouvez tout à fait regarder et prendre connaissance sur le rôle et les actions de la Commission. C'est www.protectionofminors.va. Voilà, je vous enverrai mon texte après, et c'est important, je ne vais pas vous en parler de tous, je vais vous parler d'une première proposition qui était très importante pour nous, c'était de renforcer la responsabilité des évêques en demandant qu'il y ait un tribunal qui puisse les juger s'ils n'avaient pas signalé. C'était la première proposition de la Commission et qui a été acceptée par le pape François et son gouvernement, le C9, le groupe des 9 cardinaux, en juin 2015, et 1 an plus tard, le pape a promulgué un décret qui s'appelle un motu proprio, comme une mère aimante, instituant plutôt une commission, une sorte de commission de discipline avec plusieurs congrégations et qui devait être mise en place à partir du 5 septembre 2016. Et à ma connaissance, il n'y a pas eu de jugement. Bon, donc il y a des recommandations de bonne pratique, il y a eu beaucoup de formations et de séminaires, et puis nous avons demandé dans les dernières propositions que nous avons proposées au pape François, il y en a 2 qui ont été publiques, c'est pour ça que je peux les dire, qui ont été l'abolition de la prescription dans le droit canon. Actuellement, elle est de 20 ans, avec des dérogations cas par cas. Et ça pose un problème, parce que cas par cas, quels sont les critères? Donc c'est pour ça que nous avons proposé qu'il y ait une abolition de la prescription. Et nous avons également proposé qu'il y ait une exception au secret pontifical en cas de violence sexuelle à l'encontre des enfants et des mineurs. Alors les mineurs dans le droit canon, c'est à la fois les enfants de 0 à 18 ans et c'est également les personnes vulnérables. Et donc, pourquoi? C'est pour établir
des droits d'information aux victimes. C'est ce qu'ont demandé La Parole libérée dans un document que j'ai soutenu, et en particulier lever les freins pour les signalements. À ma connaissance, depuis la fin de la première commission, ces 2 dernières propositions n'ont pas eu de suite. Il se trouve qu'en juin 2017, j'ai présenté ma démission au pape François parce que il y a 2 points pour lesquels je n'arrivais pas à convaincre les membres de la commission. Je ne peux pas dire davantage parce que ça n'a rien à voir avec le secret pontifical. C'est ma propre initiative d'expliquer ce que j'ai dit à la presse sur ma décision. C'est pour aider les victimes et pour aider le pape François et d'autres membres de l'Église. Alors il y a 2 points importants. C'était d'une part, il m'a semblé, parce que j'ai d'expérience en France, vous la connaissez, j'en reparlerai un petit peu davantage, c'est qu'il est essentiel d'insérer une obligation de signaler pour tous les évêques et les supérieurs religieux dans le droit canon, de signaler aux autorités civiles. Et parce que, alors ça j'ai expliqué ça dans le Monde, c'est la 3e question, je vous en dirai un peu plus après. Et le 2e point, c'est que moi-même, ce que vous évoquiez, Isabelle de Golemin, je n'ai rien appris à la faculté de médecine, et c'est simplement dans les années mi-80 que j'ai découvert, en tant que psychiatre, que je ne savais rien. Il faut arrêter le maintien de l'ignorance, c'est un péril pour les victimes. Il faut vraiment comprendre qu'il y a un travail de prise en charge. Alors c'est pour ça que moi, ce n'était pas possible, ce que je demandais à mes collègues de la commission, c'est de faire un appel à tous les victimes, à travers notre site, de les recevoir et de pouvoir tirer leçon, en tant que membre de la commission, de ce qu'ils avaient vécu. C'est pour ça que je n'ai pas pu rester. J'ai expliqué tout ça au pape François, qui n'a pas accepté ma démission, qui m'a demandé de revenir à la dernière commission. Je n'ai pas été renommée, mais à ce moment-là, j'en ai parlé dans la presse. Alors, vous me demandez dans une 2e question, en tant que pédopsychiatre, les dispositifs de recueil de la parole de l'enfant, tant dans un cadre médico-psychologique que dans un cadre judiciaire, vous paraissent-ils suffisants? Alors, quand le mineur, il y a 2 cas de figure. Quand le mineur dévoile dans les 72 heures avant les faits, il est d'une urgence qu'il soit accueilli par les unités d'accueil médico-judiciaire. C'est une nécessité absolue pour toutes les victimes. Alors, un autre chiffre à faire connaître, c'est qu'il y a 4% de lésions anales et génitales après des agressions sexuelles qui peuvent être donc observées, mais c'est seulement dans les 72 heures. Et ça, c'était décrit par une étude américaine sur 2384 enfants de 0 à 18 ans qui ont été examinés. Donc, après, les tissus se réparent. Et donc, l'un de vos collègues parlait de faits avérés. C'est souvent dit par un certain nombre de collègues, qui disent « mais il faut signaler les faits avérés ». Mais les faits avérés, il y en a très peu. Et l'ADN, c'est dans les 72 heures. Et les infections qu'on peut prélever, c'est tout de suite. Donc, dans ce cas-là, il faut faire un signalement au procureur. Il est joignable 24 heures sur 24. C'est une urgence et qu'il puisse réquisitionner pour que ces enfants puissent être examinés. Alors ça, c'est excellent, mais il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez en France. Et moi, je recommande qu'il soit, quand vous allez en créer de nouveaux, j'espère que vous pourrez le recommander, j'espère que ça pourra se faire, que ça soit tenant un service de pédiatrie, parce que, d'abord, les pédiatres peuvent se faire aider par des collègues, l'enfant peut être hospitalisé, il y en a qui ont parfois des idées de suicide. Chez les tout-petits, j'ai vu des enfants de 4 ans avec des idées de suicide, ils le disent à leur façon, et puis il y a des examens complémentaires, et puis il faut peut-être hospitaliser quelque temps l'enfant. Alors donc, c'est insuffisant, et ces UMJ, il faut qu'elles soient pédiatriques, qu'il y en ait une par département, attenant donc avec un service de pédiatrie, avec un centre de victimologie de victimes, avec des thérapies spécifiques immédiatement après que l'enfant ait été auditionné, qu'il ait été examiné, et le signalement est donc la clé du parcours de soins.
Donc, j'ai rédigé, à la demande du concours médical, un gros dossier que j'ai fait parvenir à quelques-uns d'entre vous. Je vais vous en donner une photocopie. Et là, vous avez le docteur Pichereau que vous avez auditionné, qui a écrit un excellent chapitre, et le docteur Gilbert Villa, qui est le directeur du centre de victimologie de Trousseau. Docteur Villa, avec qui j'ai parlé récemment, m'a dit « Je suis seul pédopsychiatre. J'ai 2 psychologues pour tout Paris. Alors, s'il vous plaît, plus de centres, plus de personnel, c'est vraiment une urgence. » Alors, la majorité des situations, les enfants ne dévoilent pas. Ils dévoilent tardivement. Et on le sait bien, puisque vous avez pu entendre tous ces adultes qui parlent si longtemps après. Alors, il faut une détection précoce. Mais alors, mon point de vue, c'est que la détection précoce n'est possible que s'il y a une obligation de signaler. Ce n'est pas possible actuellement, en particulier par les médecins. Or, en 1962, ce sont des médecins qui ont alerté le législateur aux États-Unis en disant « Voilà, on est médecin, on a une présomption diagnostique pour un enfant qui a été maltraité. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut le laisser retourner dans sa famille ou ailleurs, dans le milieu dans lequel il a été agressé, que ce soit physiquement ou sexuellement? Nous, on se posait la même question. Est-ce qu'on peut le laisser retourner comme ça, sans rien faire, et savoir que ça va recommencer? Donc le signalement, il faut absolument le faire. Et ce que ne comprennent pas suffisamment les collègues, parce que ce n'est pas suffisamment dit, on ne peut signaler que la suspicion, on n'est pas témoin. Donc c'est la notion de suspicion, parce qu'on ne fait pas suffisamment de droit en France, et les médecins n'en font pas suffisamment, c'est important. Et puis, bon, ce qui fâche, je suis bien obligée de le dire, c'est qu'il y a encore des médecins qui se font poursuivre, qui ont des sanctions disciplinaires, des poursuites disciplinaires, et depuis 2015. Et donc, comme j'écris un livre, L'enfance muselée, je suis contactée d'ailleurs parfois par personnes intermédiaires, et il y a un tel, j'essaie d'être à leur disposition. Mais vous savez, quand en plus un médecin, non seulement il a des poursuites et des sanctions, qu'il a des menaces physiques, qu'il a des mesures d'intimidation, contrôles fiscaux, contrôle de la sécurité sociale, expertise psychiatrique, pour être sûr qu'il n'est pas comme ça. Alors, excusez-moi pour le Conseil de l'ordre qui va m'écouter, mais s'il vous plaît, messieurs, mesdames du Conseil de l'ordre, soutenez donc les médecins, suivez les recommandations de 2 experts, 2 rapporteurs de l'ONU qui vous l'ont expliqué, et aidez-nous à insérer l'obligation de signaler. Qu'est-ce qui se passe pour des enfants quand un médecin a été sanctionné? Ben évidemment, l'agresseur, il va s'empresser de lui faire savoir. Et qu'est-ce que va penser un enfant qui a le courage de parler? Dire, ben alors on ne me croit pas, finalement. Et l'agresseur dit bien aux enfants, mais on ne croira pas si tu le dis. Alors il dit, ça y est, le plus méchant, il a gagné, le plus fort, il gagne. Voilà ce que ça veut dire. Et ça, c'est pas possible, ça ne peut pas continuer. C'est une double peine pour les enfants. Et c'est une triple peine quand ils sont en plus placés à l'aide sociale à l'enfance. Parce que certains sont placés à l'aide sociale à l'enfance, parce qu'ils sont soi-disant manipulés. Et puis, excusez-moi, je vais vous dire encore quelque chose. Alors voilà, des solutions. La solution, bien évidemment, la formation, les recommandations, tout ça, c'est formidable, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Ce que vous avez fait au mois de juillet, vous n'étiez pas tous d'accord. Je reste à votre disposition pour répondre à toutes vos questions, bien entendu, mais c'était formidable. Quel espoir pour les enfants d'avoir inséré l'obligation de signaler au Sénat. Alors, ce que je vous suggère, donc, il faut des réunions entre les procureurs, les médecins, les UAMJ. Il faut absolument des réunions pour qu'on comprenne chacun les responsabilités. Une autre alternative possible, c'est-à-dire que quand les procureurs prennent une décision d'OPP, c'est-à-dire d'ordonnance provisoire de placement, pourquoi ne pas proposer cette observation de protection provisoire dans un service de pédiatrie pour quelques jours, en relation avec les UMJ, pour
pouvoir observer l'enfant pour savoir faut-il le mettre à l'ASE, faut-il trouver quelqu'un dans sa famille, faut-il trouver une famille d'accueil, faut-il trouver une solution. Excusez-moi, j'ai vu l'émission comme vous tous récemment, mais c'est vraiment terrible. On ne peut pas continuer comme ça. Alors, le rôle de la PMI est essentiel dans la prévention. C'était mon premier travail, de poser des questions systématiques aux femmes enceintes et, si possible, à leurs conjoints, s'ils ont eu des antécédents de violence dans l'enfance. Et puis, alors, il y a eu des parquets qui ont été créés contre le blanchiment d'argent. Et pourquoi pas créer des parquets pour les violences sexuelles? Est-ce que les enfants ne valent pas aussi, et même plus, davantage que l'argent? Bon, je reviens à l'autre question. Pour les questions 3 et 4, qu'on traite plus à l'Église. D'accord. On va laisser Sœur Margron et ensuite le Père Joulin, parce que peut-être qu'ils vont dire des choses qui répondent à ces questions, et vous pourrez compléter en plus par rapport à votre position sur, sur le secret pontifical. Alors, je dirais, l'abolition de la prescription, vous alertez sur le fait qu'à New York, dans l'État de New York, il y a quelques jours, et je pourrais vous envoyer le site, ils viennent d'ouvrir une fenêtre avec une abolition de la prescription pour toutes les victimes pendant 1 an. Pour permettre, je dirais, que toutes ces victimes qui sont là, et que ça soit dans l'Église ou pas. Et je vous enverrai le site parce que je trouve que c'est une idée formidable. Alors, pour en revenir donc au droit canon. Alors, peut-être laisser, concernant ce qui est plus spécifique, Église, droit canon et autres, Sœur Margron s'exprimer, ensuite le Père Joulin, et puis on reviendra après, vous pourrez compléter. Entendu, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs. Donc, comme je vous ai remis des documents, je ne vais pas revenir sur ce que je vous ai communiqué. Simplement, en un mot, la Conférence des religieux et religieuses de France donc, regroupe 30 000 religieux et religieuses. Donc c'est une association qui, dans l'Église, a cette particularité d'être profondément mixte, celle-ci, à tous les niveaux, y compris bien sûr du côté de ce qu'on appelle les supérieurs majeurs, c'est-à-dire les responsables de tous ces instituts religieux, et qui regroupe donc ensemble les instituts religieux qui vivent au cœur de la société et ce qu'on appelle les moines et les moniales, les personnes vivant dans les monastères. Donc pour vous donner simplement une rapide photographie. Donc la première chose que je dirais, c'est l'extrême gravité, nous le savons tous, de notre sujet, et l'extrême gravité que ceci revêt pour la conférence que je préside, parce que elle n'est pas en meilleure posture, me semble-t-il, que l'ensemble de l'Église de France, au sens où, chez les religieux comme ailleurs, nous nous sommes tus, nous n'avons rien vu, nous avons dénié les faits, nous les avons minimisés. Les religieux ont été changés de province, de région du monde, déplacés, voilà, là comme ailleurs. Donc je pense que le travail que vous faites est très important, et le travail qu'a entrepris l'Église de France et la Conférence des religieuses et religieux en son sein sont vraiment fondamentaux pour cette raison-là, parce que vraiment, ça n'est pas l'heure que nous fassions la leçon à quiconque, mais plutôt que nous entendions ce que l'ensemble de la société travaille et fait, et ce que nous avons non seulement à dire, mais surtout à faire désormais. Donc, au cours de ces 2 dernières années, pour ne prendre que celle-ci, nous avons organisé un certain nombre de sessions de formation pour l'ensemble des responsables des congrégations religieuses, en laissant amplement, enfin je l'espère en tout cas, la parole à des personnes victimes, puisqu'en fin de compte, on se rend compte, c'est peut-être une évidence, mais c'est aussi une forme, comment dire, d'injustice, que tant qu'on n'a pas entendu des victimes pour de vrai, longtemps, je pense qu'on n'entend rien de ce que ce crime provoque, et des ravages qu'il provoque dans une existence, tant qu'on n'a pas entendu comment ça rejaillit dans toute une histoire pendant des décennies et des décennies. Et je pense qu'il y a eu longtemps une sorte de comment dire ça, de torsion, de distorsion, entre d'un côté un regard froid, minimisant en plus, sur les faits, sans
comprendre que ces faits, souvent bien plus graves que ce qu'on disait à l'époque, avaient des conséquences sur toute une histoire. Et donc c'est cette importance-là, je pense, d'entendre des récits, d'entendre des histoires d'hommes et de femmes, comme l'a dit Isabelle de Golemin, comme Madame Bonnet, comme Pierre Vignon, qui des décennies et des décennies après racontent avec la même émotion que 30 ans, 40 ans avant ce qui leur est arrivé et surtout ce que ceci a produit dans leur vie. Donc nous avons fait cela plusieurs fois, nous venons de le refaire il y a quelques jours et nous sommes entrés un peu peut-être dans une autre phase où vraiment maintenant nous essayons, autant que faire se peut, de travailler avec les victimes, c'est-à-dire que dans tous les groupes de travail qui sont les nôtres, dans les sessions de formation que nous organisons, que les victimes soient présentes au même titre que les responsables religieux et prennent la parole quand elles le souhaitent, participent aux ateliers sur des sujets aussi divers et nécessaires pour la vie religieuse que la formation, les premières années de formation, ce qu'on appelle nous les protocoles, c'est-à-dire quand des religieux vont d'une région du monde à une autre, les précautions à prendre, les obligations à avoir sur le traitement des auteurs de ces méfaits, bon, voilà, sur un certain nombre de sujets comme cela, pour que vraiment ces personnes victimes, dans la mesure où elles le souhaitent, voilà, soient avec nous pour travailler le plus en profondeur, en vérité et en connaissance ces sujets. Donc aujourd'hui, pour vous résumer la situation, nous en sommes, je l'espère, j'ose quand même le croire un peu, à cet endroit-là. Et puis, dernière chose, nous avons donc, à la suite de la conférence des évêques de France du mois de novembre, nous avons eu nous-mêmes notre propre Assemblée générale. Alors, l'Assemblée générale des religieux et religieuses, c'est environ 400 supérieurs majeurs, 400 responsables d'instituts. Donc, nous avons à l'unanimité approuvé les décisions des évêques de France, et en particulier la création de la commission Sauvé, que nous avons mandaté conjointement, Monseigneur Pontier, président de la Conférence des évêques de France, et moi-même, pour la création et surtout le travail de cette commission. Alors, qu'est-ce qui m'apparaît aujourd'hui comme spécificité vraiment à regarder en face et à travailler, comme spécificité de ces crimes commis au sein de l'Église et au sein des congrégations religieuses par rapport à tout l'ensemble que décrivait le docteur Bonnet à l'instant. La première chose que je noterais, c'est que reprenait Isabelle de Golemin tout à l'heure, c'est que ce qui se passe dans d'autres milieux a été longtemps, sans doute l'est malheureusement encore un peu aujourd'hui, corroboré par un sens de l'institution. À dire que le silence, on voit ça dans tous les milieux, un rapport au pouvoir, et une forme d'omnipotence de l'agresseur, on voit ça partout, sauf que là, c'était comme signé en quelque sorte par l'institution catholique, approuvant évidemment le rapport au secret, approuvant une autorité souvent très, très verticale, et au nom du silence dont parlait Isabelle de Golemin tout à l'heure sur le rapport au scandale. Et bon, alors que le seul scandale, c'est évidemment d'attenter à la vie des plus vulnérables, à commencer bien sûr par les enfants. Donc je pense que ce qui est très particulier, c'est ça, c'est comment l'institution ici, c'est pas tellement malheureusement qu'il y ait des agresseurs parce qu'il y en a partout, mais c'est surtout comment l'institution, les institutions, que ce soit les diocèses, les congrégations religieuses, d'autres institutions, ont pu laisser ces crimes impunis, ont pu les minimiser, ont pu même, par le fait de ne pas les dénoncer, mais qu'ils se reproduisent au même endroit ou ailleurs, et parfois sur de bien longues et tragiques périodes. Donc je pense qu'un axe très particulier de travail à l'Église catholique, c'est vraiment de démanteler, si j'ose dire, un type de rapport au sacré et du lien entre le sacré et le pouvoir. Puisqu'évidemment, si vous avez le pouvoir au nom du sacré, vous êtes intouchable. C'est logique. Déjà, on voit ça dans les situations d'inceste, ce que c'est que le rapport au pouvoir pour un parent incestueux. Alors évidemment, si en plus c'est au nom de Dieu, là franchement, il n'y a de fait plus rien à dire et plus rien à faire. Donc je pense que là, il y a une problématique très particulière à l'Église catholique, ou religion peut-être plus globalement, mais en tout cas pour ce qui est de l'Église catholique. Et une deuxième problématique qui me paraît particulière, c'est le rapport que dénonce d'ailleurs le pape François dans sa lettre au peuple de Dieu entre les différents abus. C'est-à-dire entre les abus de pouvoir, les abus de confiance, les abus de conscience
et les abus sexuels. C'est-à-dire que ce qu'on observe, ça n'est pas très difficile à observer, hein, c'est que je pense que tous les abus sexuels dans l'Église, ou 99% d'entre eux, sont évidemment commis dans le sein de relations de confiance. Et cette relation de confiance est elle-même exacerbée par le fait que cet homme, ou cette femme parfois, évidemment beaucoup plus souvent cet homme, est un homme de Dieu. Et donc, je peux encore moins mettre en cause ce qu'il fait, sa parole, ce lien, et donc que ceci me ligote encore plus. Hein, donc, il y a une forme de double emprisonnement par la puissance de l'agresseur, par sa stratégie, mais aussi par ce fait que, comme on est dans le cadre d'une confiance, et d'une confiance au nom du sacré, au nom d'un rapport à Dieu, ceci ne peut être que majoré. Donc il y a un gros travail à mener, et ceci concerne là toute la vie religieuse, hein, des instituts plus particulièrement, mais toute la vie religieuse, sur les phénomènes d'emprise, sur les phénomènes d'abus de pouvoir, qui ne mènent pas tous à des abus sexuels, mais qui sont de toute façon parfaitement dénonçables et parfaitement scandaleux, puisque ce sont des atteintes à la conscience et à la liberté. Donc on voit bien combien il faut ici prendre à bras-le-corps ce travail, et que ceci ne se fera pas sans des réformes profonde de nos institutions et de l'Église, dont le père Vignon parlait aussi tout à l'heure, hein, en particulier, je pense, pour le dire d'un mot et conclure ainsi, sur, me semble-t-il, la place des tiers. Je pense que ce qui est un gros problème de l'institution catholique, je crains qu'elle ne soit pas la seule, mais en tout cas de celle-ci, c'est qu'il y a peu d'altérité. On est beaucoup dans l'entre-soi, et dans la vie religieuse, on est aussi dans l'entre-soi, ce qui n'est pas anormal au sein d'une communauté, d'un institut, c'est assez logique. Mais ça pose la question de, en fin de compte, qui peut regarder, qui peut avoir une lucidité, sans forcément être soupçonneux, ce qui serait tragique pour nos relations de confiance et aux uns et aux autres. Mais autrement dit, comment avoir un lien qui puisse être un lien de confiance, mais d'une confiance lucide qui laisse place à la vigilance. Et pour moi, ça ne peut pas se faire s'il n'y a pas de tiers invités, s'il n'y a pas de tiers qui ont partie prenante à la vie de nos institutions, à la vie de l'Église. Alors les tiers, si on parle des clercs, ce sont les femmes, c'est sûr, les laïcs, mais c'est aussi du sein de la sphère catholique elle-même. Hein, ce dont parlait Isabelle de Golemin tout à l'heure, c'est-à-dire on sait bien que cette problématique dépasse la seule sphère des clercs ou des clercs religieux, pour toucher aussi des catholiques qui eux-mêmes n'ont pas pu, pas su, pas voulu parler. Donc je pense que c'est un peu à tous les niveaux qu'il faut se poser cette question de comment introduit-on de l'altérité, comment introduit du tiers qui va pouvoir lui dire mais enfin ce qui se passe chez vous vraiment ça ne va pas. Les prêtres étant dépositaires de la confession, je ne veux pas me substituer, mais oui, comme théologienne je peux au moins dire un mot comme cela, hein, vraiment d'un point de vue éthique, c'est que une chose ici est le droit canon, et ça vaut pour la question plus large du signalement. Autre chose est le droit français, et je pense qu'il est légitime que dans des situations criminelles, le droit français s'impose à quiconque, et s'impose aux confesseurs comme à quiconque. Et donc, je ne sais pas comment ceci peut être régi par ces deux droits conjointement, mais nous sommes d'abord des citoyens français, nous ne sommes pas des citoyens de l'Église, nous sommes des citoyens du ciel, si on veut prendre les termes chrétiens, mais pas d'un État qui s'appellerait l'Église, qui serait en concurrence avec l'État français. Donc, je ne sais pas s'il faut entendre le secret de la confession, un secret qui serait là plus fort que le secret professionnel, qui connaît des exceptions. Donc, après, je ne suis pas capable d'aller plus loin dans cette question, mais je pense que là, il y a un vrai souci éthique, sachant quand même que je pense que ceci concerne une toute petite minorité de situations, c'est-à-dire l'immense majorité des situations dont ont connaissance des évêques, des prêtres, des religieux, des supérieurs, ne sont pas dans le cadre du secret de confession, donc de toute façon ne peuvent pas se targuer de ce genre de choses. Et au-delà de cela, par rapport aussi aux questions que posait Isabelle de Golemin tout de suite, je pense que toute la difficulté, c'est que, quoi qu'il en soit encore une fois du droit canonique, le droit du pays où nous vivons s'impose. Et donc, on ne peut pas se dire que nous n'aurions pas une obligation de signalement. Nous l'avons de par ce qu'est la loi française. Moi, à vrai dire, ça me suffit, parce que je n'imagine pas une seconde que je pourrais mettre en concurrence ces deux droits.
après qu'il y ait des jugements spécifiques à l'Église, je pense que pour toutes les raisons qu'on a évoquées, c'est très important. Parce que la question de la place de l'État clérical, quelqu'un peut-il encore se revendiquer de quelque chose de Dieu et d'une autorité de l'Église catholique? Donc toutes ces questions-là doivent être régies par l'institution catholique, ça c'est bien normal. Mais cela étant, est d'abord premier le droit du pays où nous sommes. Et juste un mot sur la question des pouvoirs qu'évoquait Isabelle de Golemin tout de suite. Je pense que vraiment tout un problème de cette institution, que j'aime par ailleurs évidemment, sinon je n'y passerai pas tout mon temps ainsi, je n'y vivrai pas de cette façon, mais c'est comment décide-t-elle d'instaurer des contre-pouvoirs? Alors, je ne voudrais pas faire preuve d'un optimisme béat, parce que je pense que ce n'est pas mon genre, mais je veux croire que la commission Sauvé, pour moi, alors ce n'est pas de l'ordre de contre-pouvoir, mais c'est un peu comme si nous avions décidé, vraiment, je le dis profondément, presque de nous tirer une balle dans le pied nous-mêmes, c'est-à-dire de dire, ça n'est plus possible. Il faut que la lumière soit faite. Il faut que des préconisations se fassent. Ça prendra l'énergie que ça prendra. Tout ceci doit être constitué de façon indépendante, avec les moyens afférents. Alors bien sûr, cette commission n'a pas pouvoir d'enquête, elle n'a pas de gendarmerie à sa disposition. Bon, évidemment. Donc nous sommes obligés après de nous fier à, espérons-le, la bonne volonté des uns et des autres, l'implication de tous, avec ou sans bonne volonté, mais l'implication de tous, ce que vraiment je veux croire, vu les décisions des deux conférences, qui ont été des décisions extrêmement larges, pour ne pas dire unanimes, vraiment très très larges. Donc je veux le croire. Donc je crois qu'avoir décidé pour l'Église cette commission, c'est dire, eh bien, quoi qu'il en coûte maintenant, nous irons au bout, pour autant que ce soit possible, mais en tout cas au plus loin possible de la lumière. C'est d'ailleurs ce que demandait le pape François et ce que demandait aussi le pape précédent. Et il en va de l'avenir de l'Église aussi. Absolument. Et surtout de l'avenir des victimes, déjà, avant tout, c'est-à-dire de leur dignité. Alors, pour le secret de la confession, si je peux me permettre, alors, je parle sous vos observations du docteur Catherine Bonnet puis du père Stéphane Joulin, qui sont dans la partie psychologique et psychiatrique. Moi, par rapport à tous les témoignages que j'ai entendus, donc le pédocriminel est un pervers, c'est-à-dire une personne insensible à la souffrance de l'autre. Moi, en 39 ans de sacerdoce, je n'ai jamais entendu quelqu'un se confesser en me disant « voilà, j'ai tripoté des petits garçons ». Jamais. Oui. Par contre, j'ai vu dans les témoignages des victimes des courriers ou des témoignages. Le pédocriminel n'a pas conscience qu'il fait le mal. Pour lui, c'est un acte d'amour. Donc, tu es ma petite préférée ou mon petit préféré, c'est notre secret qu'on va garder, etc. Donc lui, la société lui dit qu'il fait le mal, mais lui, il ne le croit pas. C'est pour ça que c'est extrêmement grave. Et c'est pour ça que dans l'affaire Prénat, je suis aussi furax, parce que comment peut-il dire « Ah ben je l'ai cru ». Mais justement, ces gens-là sont dans le déni par définition. Ils n'ont pas fait le mal. Prénat, si vous écoutez les victimes, il s'offrait un petit garçon, il descendait par l'escalier de derrière, célébrait la messe après, ça lui posait aucune espèce de problème, il n'allait pas se confesser. Et pareil pour tous les autres. Du moins, c'est ce que j'ai cru comprendre. Père Joulin, on vous voit hocher la tête. Oui, non, parce que je ne suis pas du tout d'accord avec Pierre, mais ça c'est d'un point de vue de clinicien, mais aussi de prêtre, parce que j'ai eu plusieurs confessions de délinquants sexuels. Donc c'est bien une des choses qui m'a mis en route, parce que je me suis trouvé coincé à ne pas savoir quoi faire, et je me rappelle comme tout jeune prêtre nommé, donnant l'absolution à un gars qui venait de m'annoncer qu'il avait abusé de sa fille. Donc je me suis dit, je ne peux pas me laisser coincer dans ce truc-là, il faut que je trouve d'autres solutions, et je suis parti vers la psychologie pour trouver d'autres solutions, puisqu'en tant que psychologue et psychothérapeute, je suis obligé par la loi, du moins dans les pays où j'exerçais, de signaler aux autorités s'il y a des problématiques de cet ordre-là. Le délinquant sexuel sait que ce qu'il fait n'est pas correct. Les dénégateurs sont très rares. La plupart d'entre eux savent très bien, d'où la présence des distorsions cognitives. Parce qu'il n'y a distorsion cognitive que parce qu'ils savent que ce qu'ils ont fait est incorrect. Et ils cherchent à justifier. Et d'ailleurs, le déni est une forme de distorsion cognitive aussi. Profondément, il y a ce que Paul Ricoeur, excusez-moi de citer Ricoeur, mais je sais bien que c'est très tendance, mais Paul Ricoeur disait il faut aller au lieu
du conflit éthique chez la personne quand on fait le soin. Nous, quand on travaille en thérapie avec des délinquants sexuels, on va remonter dans les choix qu'ils ont faits. Parce qu'ils ont fait une série de choix qui les a amenés. Et on va leur dire, bon, quand est-ce que tu as arrêté de regarder ta fille comme ta fille ? Qu'est-ce qui se passait avant? Et on va remonter jusqu'aux constructions les premières. Et on va redescendre les choix avec eux pour voir qu'est-ce qu'ils ont pris comme mauvais choix. Et on va voir qu'est-ce qu'ils auraient pu prendre comme autre direction. Parce qu'ils le savent, ce qu'ils ont fait, c'est pas correct. Alors au début, ils peuvent vous sortir tout un tas de... Et on se fait balader. Et c'est pour ça que ni les prêtres, ni les psys qui ne sont pas formés ne sont pas efficaces pour ça. Parce bon, moi, j'utilise pas le mot pervers parce que c'est un mot qui vient de la psychanalyse et voilà. Mais je veux dire, un pédocriminel sait que son acte est mauvais pour l'enfant, mais il a dû éteindre ça en lui, le neutraliser. Et ce qui va se passer, c'est que pour qu'il y ait un abus sexuel d'un enfant, il y a 4 étapes. La première, il faut y avoir une motivation. La motivation, ça peut être la pédophilie, mais ça peut être un comportement antisocial, ça peut être un désir incestueux, ça peut être tout un tas de choses. Il faut après désinhiber la personne elle-même. C'est-à-dire qu'il faut que la personne qui va commettre l'abus se convainque elle-même que ce qu'elle va faire, c'est à peu près OK. Et puis si elle n'arrive pas à s'en convaincre avec ses idées, elle va ajouter un peu d'alcool ou un peu de drogue et autres pour faire descendre les inhibitions encore un peu plus. Puis après, il faut supprimer les inhibitions externes, c'est-à-dire qu'il faut arriver à dépasser la protection autour de l'enfant, neutraliser les parents, neutraliser le système, neutraliser et autres, tout ça. Et puis après, il faut neutraliser la résistance de l'enfant. Et là, on peut voir des hommes qui, par exemple, vont se dissocier pour pouvoir passer à l'acte sur l'enfant. Ici, on sait qu'il y a la dissociation traumatique, mais il y a aussi une dissociation chez l'auteur de l'abus qui est existante, où ils vont neutraliser même l'empathie, parce qu'il y a un manque d'empathie, mais il n'est pas éteint complètement, puisqu'on le retravaille en thérapie. Mais ils vont le neutraliser de façon à pouvoir passer à l'acte. Et alors, ils vont se raconter des histoires, c'était que des caresses, on n'a jamais pas fait de mal, je l'ai juste masturbé, c'était des choses... Alors, après, vous avez toute une pléiade. Mais l'auteur qui commet un abus sexuel sait que ce qu'il a fait n'est pas correct, est réprimé par la société, même s'il dit « Ah, mais dans le temps des Grecs, c'était possible », et tout ça. Mais ça, c'est une distorsion cognitive, et elles existent. Mais il faut être formé à les reconnaître et à les travailler. Le Meunier, peut-être d'autres... Est-ce qu'il y a des questions chez les collègues? Madame de la Gontrie? Non. Donc, on passera... alors, Michel Meunier. En tout cas, merci à chacune et à chacun pour la force de vos interventions et la franchise dans vos propos. Donc, beaucoup de choses ont été dites. Moi, je voudrais simplement venir sur un aspect qui n'a pas encore été abordé ici, mais qui fait partie du sujet. Si on prend la définition de la santé de l'OMS, la sexualité fait partie aussi de ces états de santé. Donc, qu'est-ce que vous avez là-dessus à dire, par exemple, sur la question du célibat des prêtres? Est-ce que vous pensez que ça pourrait être une piste à travailler, enfin que vous puissiez reprendre? Est-ce que vous pensez que l'Église est prête à évoluer là-dessus ou pas? Enfin voilà, sur ces aspects de corporéité, on va dire. Qu'est-ce que vous savez? Qu'est-ce qui répond? Alors Madame Bonnet avait quelque chose à dire. Moi, j'avais on a reçu la Fédération des CRIAFS qui nous a dit qu'ils avaient été sollicités par le diocèse de Bordeaux et le diocèse de Montpellier, enfin, pour travailler à des formations. C'était pas le traitement de prêtres mais c'était dans le cadre de formations. Donc, ce sont des choses qui se travaillent. En Allemagne, d'ailleurs, ils ont mis un numéro d'appel aussi pour les auteurs, comme il y a le 119 chez nous, pour que des enfants puissent appeler ce numéro. Docteur Bonnet, et ensuite vous répondrez à la question, et après Madame Dagontry. Alors. Oui, je partage tout à fait l'avis du Père Joulin. Le Père Vignon est trop bon. Excusez-moi, mon Père. Oui, alors écoutez, les violences sexuelles, c'est intentionnel. C'est intentionnel. Et donc, alors, il y en a qui vont un peu vite, et ça donne une forme traumatique. C'est brutal, mais je pense, j'ai pas eu accès à toutes les formes de violence, c'est qu'une expérience de médecin, donc c'est pas de l'épidémiologie, mais dans les institutions, pas simplement dans l'Église. J'ai pas reçu
des victimes de l'Église quand j'étais installée, mais j'ai écouté beaucoup de victimes ensuite de l'Église quand j'étais à la commission. Mais j'ai suivi, par exemple, j'ai un chapitre d'un de mes livres, L'enfant cassé, des victimes d'un prêtre. C'était le meilleur enseignant de la classe de CP. Tout le monde le réclamait. Il était extraordinaire. Et alors, c'est ce que décrivent les Américains, et c'est ce que dit le père Joulin, c'est le grooming. Nous n'avons pas une bonne traduction en France. C'est cet aspect progressif, faire le gentil, comme disent les enfants. Il a fait le gentil. Puis après, qu'est-ce qu'il a été méchant? Et comme disait un de mes petits patients, 10 ans, docteur, c'est une torture. Vous savez, il est très méchant et en même temps, il nous fait guili-guili. Et quand il y a une érotisation des enfants, c'est terrible. Et donc, si vous voulez, c'est à toute la complexité. Et à un moment, on m'envoyait beaucoup d'enfants, enfin, les enseignants m'envoyaient beaucoup d'enfants, et en particulier des enfants qui commettaient des agressions sexuelles sur d'autres enfants, des mineurs. Il y avait, en l'espace d'une ou deux consultations, l'enfant dévoilé qu'il avait été victime. Donc, voilà. Donc, alors ça, c'est pour les mineurs. Et quand on arrive à l'adolescence, je pense que l'adolescence, c'est une période extrêmement importante, et c'est pour ça que je crois vraiment de faire de la prévention, c'est essentiel. Parce qu'à ce moment-là, s'ils n'ont pas été détectés précocement, il y a un risque de fixation. Voilà. Alors, je vais dire juste un mot pour répondre à Madame Meunier sur le célibat des prêtres. Bon, ça c'est, je le dis, je ne suis pas religieuse, je ne sais pas. Bon, mon avis, c'est que, étant donné qu'on voit 85% d'inceste en France, ils sont tous mariés. Bon, donc, et aussi d'ailleurs, je voudrais vous dire, ça je pense que ça devrait être le rôle du procureur, quand il y a une victime, quand un agresseur est dans l'institution agresseur, il faudrait qu'il y ait des enquêtes sur sa famille. Et dans l'Église, je crois bien, je ne nommerai personne, il y a des religieux ou des prêtres qui ont également agressé des membres de leur famille. Ça veut dire qu'il n'y a pas, je crois, enfin, certains de mes collègues qui ont parlé ont un petit peu cloisonné en disant qu'il y avait il y a des pédophiles qui sont limités à la pédophilie. Moi, je parle de pédocriminalité aussi. Mais il y a une continuité des violences. Ce n'est pas tant cloisonné que ça, qu'institutionnel et rien dans la famille. Il faut vraiment que les procureurs travaillent là-dessus, parce que ça, c'est vraiment important. Il y a eu une enquête de Laetitia Saavedra-Cherel, Radio France, sur un prêtre de Paris qui est toujours très âgé, qui est toujours en vie. Et il a saccagé 3 générations de sa famille, sans compter tout le reste ailleurs. Voilà. Oui, je pense que la question du célibat est une question importante, mais la problématique n'est pas nécessairement là où on la voit, où on désire la voir. C'est vrai que un style de vie qui se veut et qui se dit asexuel est toujours un peu suspect, hein, donc dans les sociétés où la sexualité est importante. Mais si vous m'excuserez, Madame la sénatrice, mais ce qui allume un pédophile, c'est pas une femme, hein, ni un homme, c'est le corps d'un enfant. Donc vous pouvez lui mettre toutes les femmes que vous voulez dans son lit, il va rien se passer, hein. À moins dans le cas d'un inceste, hein, ça c'est autre chose. Donc ça va pas régler ce problème-là. Par contre, ça pourrait régler un problème de vide affectif chez certains. C'est vrai. Mais la question du célibat, elle se pose aussi, et ça a été mentionné un peu par Véronique Margron tout à l'heure, c'est la clé d'accès au pouvoir dans l'Église catholique. Et la problématique auquel on est confronté dans l'institution, c'est qui encadre quoi et comment sont encadrés et à qui rendent des comptes ceux qui exercent et qui sont détenteurs du pouvoir. Parce qu'on peut par exemple désirer avoir plus de femmes en place, et moi, bienvenue, il n'y a pas de problème. Nous avons ici une belle assemblée où il y a plus de femmes que d'hommes, c'est merveilleux. C'est un bel exemple pour l'Église catholique. Ok, mais il ne faut pas se faire une illusion non plus. On sait par la recherche que le nombre des agressions sexuelles qui sont commises par des femmes augmente. On sait aussi qu'elles augmentent non pas seulement comme complices d'un homme violent, mais comme seuls auteurs de l'agression sexuelle. On sait dans les universités américaines que, par exemple, les femmes qui sont en position d'autorité de plus en plus comme doyennes ou chefs de service dans les universités sollicitent de plus en plus leurs étudiants pour du sexe. Donc, ce qui est problématique derrière, c'est l'encadrement du pouvoir. C'est toujours la même chose. Qui encadre le pouvoir ?
À qui rendons-nous des comptes? Le problème du prêtre catholique, c'est qu'une fois qu'il est ordonné prêtre, c'est un missile autoguidé. De temps en temps, il va peut-être rendre des comptes à son évêque, mais après, il ne rend compte à personne. Donc, il y avait un modèle un filet de garde qui était l'accompagnement spirituel, normalement, qu'on demande à tous les prêtres. Mais vous avez certains prêtres, la dernière fois où ils ont vu un accompagnateur spirituel, c'est quand ils sont sortis du séminaire, ou alors à l'occasion d'une grande retraite. Moi, en tant que psy, je dois rendre des comptes à un superviseur. J'aimerais que dans l'Église catholique, on demande à ceux qui sont dans la pastorale qu'ils aient un superviseur pastoral. Quelqu'un à qui ils vont s'asseoir une fois par mois, une fois tous les 2 mois, pour faire le point sur leur pratique pastorale, sur leur vie, et ainsi de suite. Ça, pour moi, c'est mettre ces garde-fous-là. Si on ne met pas ces garde-fous-là, il y a un pouvoir absolu dans les mains du prêtre, et sans parler des évêques. Donc, et c'est vrai que la clé d'entrée et d'accès à ça, c'est le célibat. Et là, ça pose problème. Alors, Madame de la Gontrie pose sa question, et ensuite, vous répondrez, bien évidemment... Merci Madame la Présidente. Vous avez les uns et les autres dit des choses très importantes. Notre mission doit essayer, au-delà de la réflexion et de dégager des pistes de solutions, d'être donc dans des choses qui vont être un peu concrètes, même si évidemment ce que vous apportez comme réflexion intellectuelle est évidemment fondamental. Vous avez dit des choses importantes qui éclairent, au fond, si on essaye d'être un peu simple, pour moi, l'origine du problème, c'est le secret. Le secret, puisqu'on ne sait pas et que donc on ne peut pas révéler. Le secret, puisque il ne faut pas faire de scandale, donc on ne va pas révéler, etc., etc. Bon. Vous avez dit, Madame, quelque chose que j'ai pensé courageux, mais peut-être que sur le secret de la confession. Nous avons tendance à considérer que le droit français, je crois d'ailleurs que le pape lui-même a dit des choses de cet ordre il y a finalement quelques mois, le droit français s'applique quoi qu'il arrive. La spécificité de l'existence d'un droit canon, c'est en plus, mais bon, ça ne se substitue pas. Et vous l'avez dit de manière très claire que de ma place, je trouve assez courageux. Ça ne se sait peut-être pas assez. L'obligation de signalement, effectivement, elle existe. Donc, dès lors que on trouve un moyen de lutter contre ce secret, est-ce que ce n'est pas ça qu'il faut privilégier de manière à ce que le secret étant lui-même atteint, du coup, des faits pourraient être révélés, et puis peut-être expliquer aux uns et aux autres que le secret de la confession n'est pas intangible et que ça ne doit pas dispenser de révéler des crimes. Mais j'ai noté, le père Joulin disait quelque chose tout à l'heure, je ne veux absolument pas vous mettre en... Vous avez évoqué de manière assez presque, ça se voulait drôle, enfin, bon, le fait que vous avez reçu en confession, à l'inverse de votre voisin, vous avez reçu en confession des personnes qui, et que vous avez dû, vous l'avez dit, alors donner l'absolution à quelqu'un qui venait pourtant de dire qu'il avait eu des rapports sexuels avec sa fille, et que vous avez voulu vous dégager de tout ça, et que finalement vous êtes orienté vers la psychologie, etc., etc. Est-ce que j'entends à ce moment-là que vous n'avez donc pas révélé les faits? Et attention, je ne veux absolument pas... Ce que je veux dire, c'est que je pense que là aussi, les choses évoluent. C'est-à-dire, sans doute, qu'il est possible d'apprendre à la communauté religieuse que, effectivement, le secret de la confession, c'est important, mais que ça ne prime pas sur le droit applicable, et qu'il faut révéler les faits criminels, etc., etc. Voilà, je ne sais pas si j'étais claire, mais voilà. Moi, je veux bien répondre sur le fait d'une, c'était dans un pays qui n'applique pas les mêmes lois que l'État français, donc ça ne s'appliquera pas. C'était juste pour démontrer la limite de la chose. Maintenant, la question qu'en tant que sénateur, vous voulez des choses concrètes, vous pouvez vous poser, c'est est-ce que l'arrêté de la Cour de cassation de Bordeaux du 19e siècle a encore sa pertinence dans le projet de société dans lequel on s'inscrit? Parce que c'est là où est la chose.
parce qu'on a cet arrêté qui est là, qui définit le droit des ministres du culte au secret professionnel, qui a été un petit peu élargi au cours des années et des siècles pour dépasser le seul cadre sacramentel pour se couvrir, en fin de compte, toutes les activités pastorales d'accompagnement qui peuvent être faites. La question pour vous, législateurs, c'est de savoir qu'est-ce que la société peut faire de ça pour rendre une obligation de signalement vraiment obligatoire. Ça, c'est pour moi une vraie question juridique et à voir. Maintenant, je suis sûr que l'Église, en tant qu'institution, aura son mot à dire et je lui laisse, en tant qu'institution, son privilège de parler. Mais là, question concrète, vous avez quelque chose, je veux dire, sur lequel il faut vous pencher. Parce que pour l'instant, c'est la base sur laquelle ça fonctionne dans l'État en France. Simplement 2 mots sur cette même question. Alors je parle sous le contrôle de Pierre Vignon, mais y compris les canonistes réfléchissent à cette question. Alors pas tant à la levée du secret de la confession, mais à comment, par exemple, suspendre le rite de la confession, quand on entend des choses pareilles en confession, pour intimer à la personne d'aller se dénoncer, en signifiant que la confession ne pourra reprendre, le rite, puisque c'est un rituel, ne pourra reprendre qu'après. Donc il y a ces possibilités-là. Enfin, en tout cas, il y a des choses à chercher. Je ne veux pas contrevenir au droit de l'Église. Ce dont je suis sûre, c'est qu'on ne peut pas rester dans cette situation où des crimes ne pourraient pas être portés à la connaissance de la justice et donc des enfants protégés par là même, au nom de cette question-là, qu'encore une fois, je crois très, très minoritaire en termes de dénonciation des faits. Donc, les réformes de l'Église ne tiennent pas à la question du secret de la confession, mais peut-être plus à ce que vous évoquiez, madame, c'est-à-dire un rapport au secret venant du secret de la confession, c'est-à-dire un élargissement bien au-delà, c'est-à-dire sur la façon de recevoir des confidences qui n'ont rien à voir avec la confession. Donc, je pense que la question est beaucoup plus large. Alors, est-ce que c'est le secret de la confession qui a rejailli, ou est-ce que c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure de la dite société parfaite, enfin, voilà, ou d'une sorte de crainte du complot, bon, je ne sais pas, mais en tout cas, là, il y a des choses à faire et il y a une vraie réflexion à mener en profondeur, y compris du côté canonique. Je dirais quelque chose après là-dessus, mais d'abord, docteur Bonnet, peut-être. Oui. Alors, je ne sais pas si l'Église y est prête. En tout cas, moi, j'ai nombre de collègues théologiens et théologiennes qui travaillent sur ces questions. Donc, après, je ne peux pas vous dire si l'Église, et encore moins l'Église universelle, y est prête. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, vu la crise que nous traversons, dans l'Église catholique, qui est une crise d'une gravité extrême parce qu'elle touche aux plus vulnérables, je ne vois pas comment nous pourrions laisser des statu quo sur des questions aussi difficiles, mais aussi problématiques. Et puis juste un mot sur la question du célibat. Je rejoins tout à fait ce que disait Stéphane Joulin tout à l'heure, mais peut-être juste un mot de plus. Il me semble que la question que nous pose, enfin que l'Église, que nous avons à nous poser en Église sur le célibat, c'est pas d'abord, pour moi en tout cas, la question de faut-il ouvrir le célibat des prêtres. Bon, je ne sais pas. N'étant pas prêtre, je ne sais pas non plus. Mais je crois que la question que ça pose, c'est plutôt le rapport à la responsabilité. C'est que je pense que la structuration de l'Église, à la fois dans sa hiérarchie, mais moi je le vois aussi dans la vie communautaire, donc dans la vie religieuse, qui n'est pas une hiérarchie, qui a une forme de hiérarchie, mais qui n'est pas comparable évidemment à celle d'un diocèse, qui n'est pas de même nature, peut déresponsabiliser. Parce qu'en fin de compte, il y a toujours quelqu'un d'autre qui s'occupe des choses. En tout cas, c'est un vrai danger. Donc pour moi, le point, il est plus sur l'immaturité. Comment s'assurer dans la formation et après, dans le moment des crises de la vie, des épreuves de la vie, où chacun d'entre nous peut décompenser, peut se trouver dans des situations difficiles. Comment là, faire en sorte ou s'assurer que la personne est suffisamment armée, étayée, pour ne pas passer à des actes, quels qu'ils soient d'ailleurs, qui ne sont pas forcément de l'ordre criminel, mais à d'autres types de problèmes qui peuvent être aussi des addictions. Donc je pense que ça, c'est un vrai problème. Enfin, en tout cas, c'est une vraie question, la question de l'immaturité qui peut être, pour un certain nombre de personnalités immatures, où le célibat peut être un refuge, parce qu'il peut donner cette illusion qui, parfois, malheureusement, s'avère vraie dans la réalité de nos institutions, qui
qui sont aussi là qui rééquilibrent, qui compensent, bien, où il y a toujours quelqu'un qui est, en principe, qui se porte responsable des choses, enfin, en tout cas, il faut espérer, et donc qui peuvent déresponsabiliser. Et je pense que c'est surtout ça qui est très grave. Alors, ma sœur, je crains que je vais vous décevoir, parce que les études américaines disent, et il y a surtout des études américaines dans ce domaine-là, et au Canada, mais elles donnent comme chiffre 0,1% de délinquants sexuels qui se signalent d'eux-mêmes. Ah oui, non, mais comme c'est dans le cadre de la confession, ça fait déjà aussi 0,1, même pas, qui vont se confesser. Donc, voilà. Alors, donc, oui, non, qui se signalent d'eux-mêmes, non, je comprends bien. Donc, mais là, c'est l'injonction d'aller se dénoncer si la personne veut recevoir le sacrement. Oui, bien sûr. Hein. Mais on est quand même dans un minuscule. Oui, tout à fait. Mais il y en a, très peu. Je voudrais aussi dire qu'au niveau de l'obligation de signaler, mais en France, il y a des interprétations, excusez-moi de vous dire, entre le risque à ne pas signaler et la levée du secret professionnel, qui est l'article 226-14 du Code pénal, dans lequel c'est pas assez clair, puisqu'on dit au tout début de cet article, autorise ou impose, mais on ne dit pas à qui c'est imposé. Alors là, vraiment, les législateurs, il faut vraiment que vous clarifiez ça. Et il n'y a que l'article 40 de procédure pénale qui impose aux autorités constituées, aux fonctionnaires de la fonction publique, l'éducation nationale, entre autres, aux fonctionnaires de la fonction territoriale, la PMI, l'ASE, et les médecins qui font partie de la fonction hospitalière ne font pas partie, l'article 40 ne s'applique pas. C'est pour ça qu'on demande l'élargissement à tous les médecins. Et donc, je crois que le clergé en France n'a pas l'obligation de signaler et que je crois que manque de clarté, vous parlez des trous dans la raquette, j'ai écouté un certain nombre de vos auditions, qui est une formule intéressante. Mais là, c'est d'abord le manque de clarté des lois. Il faut vraiment qu'on comprenne qui fait quoi et que ça soit très clair et qu'on ne mélange pas la peur de ne pas signaler. Non, il faut que ça soit vraiment clair avec les mots « est tenu de signaler » comme l'article 40 de procédure pénale. Je voudrais juste dire quelque chose que j'ai oublié de dire. Il y a les dérives sectaires dans l'Église. Excusez-moi, je ne voudrais pas vous accuser davantage, mais est-ce que vous avez pensé auditionner en particulier Xavier Léger, qui est un lanceur d'alerte, qui a créé un site L'Envers du décor, remarquable, qui est très important, qui a écrit un livre, c'est un ancien légionnaire du Christ, qui a quitté et qui décrivent cet abus de pouvoir spirituel, qui ensuite est utilisé et qui va aller parfois jusqu'à l'abus sexuel, mais si vous voulez, on voit cette emprise avec des phénomènes d'emprise considérables. Alors, il travaille avec Emery Suarez, qui est le président de l'AVREF, et avec Yves Amand. Et si vous pouviez les recevoir tous les trois, je crois que ça serait très bien, vraiment très utile, parce que ça vous donne un autre aspect de l'abus du pouvoir spirituel. Si vous... Pardon. Madame. Non, je voulais juste, pour répondre, il y a peut-être aussi, alors c'est au niveau des concepts, on n'en a pas encore parlé, le problème du pardon. Et les confusions entre pardon et justice au niveau de l'Église. Moi, je me souviens très bien, quand j'ai écrit mon livre, je suis allé voir Monseigneur Barbarin pour discuter avec lui. Il m'a dit, mais oui, mais il y a la miséricorde. Je dis, oui, la miséricorde, mais enfin, il y a aussi la justice. Et voilà, il y a des confusions encore au sein de l'Église. On pardonne, oui, mais il faut d'abord qu'au niveau de la justice, la faute soit sanctionnée. Donc ça, je pense que le rapport entre droit canon et société civile, c'est aussi le problème du pardon et une mauvaise compréhension du pardon. Et puis sur le célibat des prêtres, moi, c'est quelque chose qui me fait un peu réfléchir, parce que c'est toujours la question qu'on vous pose. Mais il y a un élément qui, moi, me trouble, c'est que dans la pédocriminalité des prêtres, il s'agit essentiellement de petits garçons. Voilà. Alors que pour les professeurs, etc., c'est pas la même chose. Donc là, il y a quelque chose peut-être par rapport à l'altérité, la sexualité qui serait à creuser. Et c'est vrai qu'il y a, de manière plus générale, et je rejoins tout à fait Véronique Margon, il y a une compréhension de la sexualité dans l'Église sur laquelle il faudrait pas mal travailler, qui est généralement qu'ils en font un truc dans les petits nuages comme ça, et sans voir toute la complexité. Et donc du coup, avec des prêtres qui sont souvent très mal
très mal formés. Et d'ailleurs, on n'en parle pas, parce que peut-être une des choses les plus importantes aujourd'hui pour la prévention, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites dans l'Église, normalement, il y a une obligation de signalement depuis l'affaire Piquant. Tout évêque doit signaler quand il entend parler de... Alors, ils ne l'ont pas tous fait, mais enfin, maintenant, je crois qu'ils vont le faire. Mais voilà, mais donc il y a quand même des choses qui se font, mais peut-être c'est qu'on parle, quand on est animateur de scout ou comme ça devant les parents, on parle du risque de pédocriminalité. Souvent on n'en parle pas parce que vous avez des gens qui ne sont pas à l'aise avec la sexualité. Plus on en parle avant, plus ensuite les parents, ou voire les grands-enfants, iront se plaindre parce qu'ils sauront de quoi il s'agit. Et c'est vrai que nous, le groupe Bayard, on a fait un fascicule pour les enfants. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez eu, voilà. Et avec cette conviction qu'effectivement, des enfants qui sont au courant, après, ils dénoncent. Et ça, c'est très important. Très brièvement sur la confession. Un point de théologie morale en 1 minute. Quelqu'un vient se confesser, j'ai volé 500 000 € à un tel. L'absolution n'est pas automatique. Qu'est-ce que ça, c'est tout ce qu'il y a de plus classique comme théologie morale. Je veux d'abord avoir la preuve que vous ayez rendu cet argent pour pouvoir vous donner l'absolution. Donc, en faisant le parallélisme, c'est tout à fait possible. Deuxièmement, le secret de la confession a bon dos. Et là, je pense au cardinal Billet, à ses avocats qu'il avait pris dans l'éclatement de l'affaire Piquant pour l'histoire de l'abbé Bisset en 2001. Ils ont plaidé de façon, mais c'est totalement irresponsable, le secret de la confession, alors qu'un évêque n'a pas le droit d'entendre ses subordonnés en confession. Et donc, le maître Chevet, qui est un ami, n'a pas eu de peine à démontrer que l'évêque le savait par un tout autre biais, et finalement, il a fait condamner Monseigneur Piquant. Mais toute la défense, en 2001, toute la bataille a consisté à montrer que c'était sur le secret de la confession. Et ça, c'est extrêmement grave, puisque c'était pas juste. Et toute l'approche du secret de la confession est très fantasmatique, parce que qu'est-ce que c'est que ces hommes qui entendent des choses et tout ça. Mais j'ai lu l'article de La Croix très bien fait là, de Céline Oyo sur mon confrère là, donc il expliquait justement que lui, j'ai dit tiens justement merci, il a eu des cas, moi je n'en ai jamais eu. Je pense que nombre de prêtres pourraient en dire autant. Voilà. Voilà pour cette audition qui s'est tenue dans le cadre des travaux de la mission commune d'information sur les infractions sexuelles sur mineurs. Une mission d'information qui s'intéresse plus particulièrement à la pédophilie dans l'Église depuis la semaine dernière. Lors de cette audition qui a permis d'entendre un certain nombre de personnalités catholiques, eh bien, on a pu entendre parler de la question du goût du secret au sein de l'Église, de la peur du scandale. Les uns et les autres se sont aussi intéressés au statut des prêtres, à la question du célibat, mais aussi au manque de maturité affective dans le clergé catholique. Notez qu'aujourd'hui, eh bien, les sénatrices vont également entendre la conférence des évêques, toujours sur ce même sujet. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les auditions sur notre site publicsénat.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires. Jean-Paul Émorine. Bonjour, Federico. Très heureux de vous accueillir. Mais c'est moi, monsieur le sénateur. Je vous propose d'aller au cœur du Charolais. On voit une succession dans une exploitation agricole à travers le père, Daniel Rizet, avec ses 3 fils. L'aîné qui s'occupe des bovins, le second qui s'occupe des chèvres. Allez, Biquette. Belle tradition perpétuée. Là, on a une odeur de cave avec des odeurs de noisettes, de sous-bois beaucoup plus prononcées, quoi. Bonjour, monsieur. Alors ça, c'est un bœuf d'appellation d'origine. C'est la seule viande qu'on pratique au magasin. Et je voulais faire connaître à mes clients, justement, la qualité, la saveur, c'est les choses importantes. Et on voit quand on appuie dessus, les grains, la protubérance se reconstitue tout de suite. Il faut que cette production de qualité permette d'avoir une rémunération décente de l'ensemble de nos agriculteurs. Mangez c'est voter avec Jean-Paul Émorine, ce soir à 23h sur Public.